Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr, pour un épisode exceptionnellement consacré aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle française. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Avec nous aujourd'hui, Olivier Biffaud, journaliste politique et collaborateur de Slate. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe. La France a voté ce dimanche 10 avril. Vous connaissez tous les résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle, avec un tiercé de tête conforme dans l'ordre à ce que prédisaient les sondages de différents instituts. Dans l'ordre et dans la répartition des suffrages pour les 3 premières places, ce que nous n'avions pas vu venir, en revanche, c'était l'intensité de ce qu'on appelle la tripartition du corps électoral français. Avec des scores respectifs de 28, 23 et 22%, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se positionnent loin, très loin du 4e Éric Zemmour, dont la candidature n'a su attirer que 7% des suffrages. Derrière lui, les candidats de partis jusqu'alors majeurs dans le paysage politique français n'atteignent même pas la barre fatidique des 5%. On parle là du Parti Socialiste, des Républicains et d'Europe Écologie Les Verts. Une recomposition entre forces politiques, mais une recomposition qui est aussi géographique avec une percée historique de Jean-Luc Mélenchon dans les grandes villes. En cause, une campagne inédite, perturbée par un éditorialiste d'extrême droite qui donna le la thématique dans les premiers mois, une guerre aux portes de l'Europe qui bouleversa un temps les agendas et l'apparition d'un vote dit utile qui poussa de nombreux électeurs et électrices à ne pas traduire dans les urnes leur choix de cœur. Bilan, l'extrême droite se retrouve encore au second tour de l'élection présidentielle avec cette fois de sérieuses chances de l'emporter si l'on en croit les premières enquêtes d'opinion. Jean-Marie, pour commencer cet épisode, pouvez-vous nous dire, selon vous, quels sont les principaux enseignements à tirer des résultats de dimanche ? Il y en a beaucoup, mais le premier, c'est de constater que la France électorale est divisée en 3 tiers. Il y a un tiers... Ce fameux tripartisme dont on parle beaucoup même. Oui, enfin un gros tiers de l'opinion, un peu plus, qui est à l'extrême droite, vraiment. Et puis un tiers qui est du côté de Macron, mais Macron c'est disons le centre droit et un petit peu aussi le centre gauche, enfin l'aire centrale du paysage politique, et puis la gauche qui elle aussi pèse à peu près un tiers des suffrages. Donc ce sont ces 3 morceaux qu'il va falloir mettre ensemble d'une certaine façon, en tout cas certains d'entre eux, pour pouvoir gouverner, parce que après vient le deuxième tour, et le deuxième tour c'est moitié-moitié, en tout cas une partie du pays contre une autre. Et donc c'est là que ça va devenir très difficile, parce que tout dépend de ce que l'on mettra dans le vote, qui pour le moment se présente comme la mesure de 2 anti, les anti-Le Pen et les anti-Macron. Ce n'est pas vraiment une perspective très positive. Donc c'est ça peut-être qui est à retenir du scrutin et de la façon dont la France vote aujourd'hui. Ça n'est pas des votes d'adhésion, ce sont plutôt des votes où on élimine d'ailleurs au premier tour, contrairement à la tradition. La tradition, c'est qu'au premier tour, on choisit, et au second, on élimine. Cette fois, au premier tour, dès le premier tour, on a éliminé. On a concentré les voix sur 3 personnes, donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. On a éliminé tous les autres, et comme une forme d'anticipation presque du second tour. Donc voilà ce que l'on peut dire à grands traits du scrutin du premier tour. Cette importance du vote dit utile, Olivier, c'est assez inédit dans une élection présidentielle sous la 5e ? Effectivement, et comme le souligne Jean-Marie Colombani, les électeurs ont inversé le sens des 2 tours. Ils ont voté au premier tour comme on vote au second, et donc il est très difficile de faire des observations sur ce qu'il va se passer lors de ce second tour. Le vote utile est en général utilisé au second tour, il a été utilisé ici au premier tour. Il n'y a pas eu un seul vote utile, à mon sens, il y en a eu 3. Un pour Jean-Luc Mélenchon, qui a rassemblé la gauche et a siphonné un certain nombre d'électorats, notamment celui de Yannick Jadot et celui de Anne Hidalgo. Là, vous parlez des gens qui voulaient voter Mélenchon pour essayer de le mettre au second tour et éviter un second tour Macron-Le Pen, c'est ça ? Tout à fait. Il y a eu ensuite un second vote utile qui a été celui de Marine Le Pen, puisqu'elle a siphonné manifestement l'électorat d'Éric Zemmour, et Nicolas Dupont-Aignan est aussi réduit par rapport à son score de 2017. Et le 3e vote utile a été celui en faveur d'Emmanuel Macron, qui lui aussi a largement entamé le capital de Valérie Pécresse, qui fait un score qui est quasiment
entre 4 et 5 fois inférieur à celui de François Fillon en 2017. On va venir au report de voix et on va revenir à ce qu'on peut imaginer pour le second tour. Mais avant, je voudrais, Alain, que vous nous parliez des réactions qu'ont pu susciter ces premiers résultats à l'étranger, vous qui avez lu, j'imagine, la presse internationale ces 2 derniers jours. Il y a des journaux qui, comme le quotidien britannique, le Daily Telegraph, se félicitent du score de Marine Le Pen. C'est un journal ultra-conservateur. C'est un journal qui était à fond pour le Brexit, qui a défendu la candidature de Marine Le Pen. Mais si vous prenez une sorte d'échantillon centriste, vous avez 3 remarques. La première, c'est qu'il n'y a pas de soulagement. On se demande où va la France. Le candidat des journaux centristes, c'était plutôt Macron. On sait à peu près comment la France devrait être dirigée si c'est Macron. Eh bien, il n'y a pas de soulagement parce que aucun quotidien ne se risque à dire qui va gagner de Marine Le Pen ou bien de Macron. Ou alors au conditionnel, disant que sans doute la plus forte plausibilité, c'est Macron. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, si vous prenez par exemple ce matin un grand quotidien de centre droit comme le Financial Times, c'est l'inquiétude. C'est 57% des Français, dit Gideon Rachman, qui est le grand éditorialiste international du journal, 59% des Français ont donc choisi des candidats que le journal classe à l'extrême gauche, comme Jean-Luc Mélenchon, ou bien l'extrême droite. Et ils se demandent comment le pays pourra être gouverné ensuite. Et enfin, la troisième remarque, on retombe sur une forme d'inquiétude qu'on le trouve dans l'éditorial de ce matin du New York Times. Au fond, quand on voit ce qui se passe avec l'ultranationalisme et la guerre que mène Poutine en Ukraine, on aurait pu penser que ça aurait porté un coup au mouvement populiste et au mouvement ultranationaliste. Pas du tout, dit-il, quand on voit le score que fait Madame Le Pen. Le Financial Times, je retourne au Financial Times, essaie d'imaginer ce que pourrait être une présidence Le Pen. Et évidemment, c'est un tableau très sombre parce qu'il parle de déconstruction du projet européen si elle arrive au pouvoir, très sombre sur les relations entre Français musulmans et les autres. Et enfin, autre sujet d'inquiétude, c'est la cohésion du clan occidental face au néo-impérialisme de la Russie de Poutine. On a beaucoup parlé dans ce podcast, Jean-Marie, de l'importance du thème international dans cette campagne, et visiblement ça n'a pas vraiment imprimé dans les urnes. Ça a eu une importance au début de la guerre, et puis ensuite, les problèmes, j'allais dire, entre guillemets, domestiques ont repris le dessus, puisque avec la guerre, vous aviez eu d'ailleurs une envolée d'Emmanuel Macron parce qu'il était en fonction et qu'il gère la crise. Puis petit à petit, au fur et à mesure que l'on a approché de l'échéance électorale, la question du pouvoir d'achat a emporté tout le reste. Et donc, parce que si on était resté sur la situation internationale, je pense qu'il aurait fallu à ce moment-là se souvenir ou mettre en accord le sentiment des Français avec la réalité électorale. Le sentiment des Français, c'est à 80% en faveur de l'Ukraine. Les Français ne se sont pas trompés sur ce qui s'est passé. C'est bien une invasion. C'est bien une invasion russe, c'est bien une guerre déclenchée par la volonté du seul Poutine, et ainsi de suite. Ces questions-là sont passées, en effet, au second plan. Vont-elles y revenir dans quelques jours ? Je ne sais pas, parce que la guerre n'est pas finie. Elle va certainement prendre un tour encore plus dramatique, si tant est que cela soit possible. Et donc, le fait que le pouvoir d'achat revienne en force, c'était évidemment une prime pour Marine Le Pen, qui elle-même avait soigneusement masqué ses véritables sentiments vis-à-vis de Poutine, pour lesquels il faut rappeler qu'elle avait, il y a 5 ans, été chercher son adoubement au Kremlin, pour lequel elle avait toujours refusé de considérer l'annexion de la Crimée comme un acte hostile et comme quelque chose d'illégal, ce que tout le monde entier considère, mais pas Marine Le Pen, qui considère que la Crimée était russe, et ainsi de suite. Donc, pouvoir d'achat, c'était évidemment une prime pour elle. Et en revanche, plus la perspective ou le sentiment ou l'influence que pouvait jouer la situation internationale s'éloignait dans l'esprit des Français, et plus Emmanuel Macron était handicapé, entre guillemets, parce qu'en même temps, il a quand même terminé en tête du premier tour.
On imagine que les liens entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine seront largement exploités dans le débat qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen le mercredi prochain. Une question, Olivier. Au soir du premier tour, on a vu une grande partie des candidats des faits appeler à leur manière à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Nicolas Sarkozy lui-même l'a fait très clairement dans un post sur les réseaux sociaux. Est-ce que les consignes de vote sont généralement respectées et que sait-on, deuxième question dans cette question, des éventuels reports de voix envisageables si on examine les enquêtes d'opinion qui viennent de tomber? Sur le respect des consignes de vote, on ne peut effectivement le dire qu'après le vote lui-même, mais il y a quelques précédents dans l'histoire de nos élections, notamment sur des référendums et le dernier connu, qui montrent que les consignes de vote qui peuvent être données par les appareils politiques ou les personnalités politiques sont parfois non suivies des faits. Les consignes de vote, vous l'avez rappelé, Nicolas Sarkozy a fait une déclaration sur les réseaux sociaux en faveur de Emmanuel Macron, comme l'avait fait Valérie Pécresse. Il n'en demeure pas moins que, s'agissant des Républicains, on voit bien que le parti de la droite parlementaire est très morcelé. Et il ne faut pour s'en convaincre qu'écouter la déclaration d'Éric Ciotti qui, dès après Valérie Pécresse, a dit qu'il ne donnerait pas de consigne de vote, mais à titre personnel, il ne voterait pas pour Emmanuel Macron. Maintenant, s'agissant des reports de voix pour le second tour, il faut d'abord remarquer que la situation ne se présente pas du tout de la même manière qu'en 2017. C'est-à-dire que Marine Le Pen a une réserve de voix qui est beaucoup plus importante que celle dont elle pouvait disposer en 2017, qui était essentiellement concentrée sur Nicolas Dupont-Aignan. Quand on voit les 48 ou 49% qu'elle pourrait faire selon les enquêtes d'opinion, où est-ce qu'elle les trouve, ces 48 ou 49% selon vous? D'abord, dans son électorat du premier tour. Je vous rappelle que Marine Le Pen a rassemblé plus de 8 millions de voix et qu'elle a obtenu plus de 23% des suffrages exprimés, c'est-à-dire un score meilleur que celui de 2017. L'apport essentiel des voix qu'elle pourrait obtenir au second tour vient effectivement d'Éric Zemmour et dans une moindre mesure de chez Nicolas Dupont-Aignan. Pour avoir eu une idée de l'importance des reports de voix, les instituts de sondage donnent, en ce qui concerne Éric Zemmour, un report qui varie de 75 à 85%, ce qui est considérable quand on sait que Zemmour a frisé les 2,5 millions de voix. Idem pour le candidat Nicolas Dupont-Aignan, dont le score est très nettement inférieur à celui de 2017, mais dont une partie non négligeable de l'électorat, plus de la moitié, pourrait se reporter sur Marine Le Pen. Et puis, il y a une inconnue qui est le report des voix de Valérie Pécresse d'un côté et de Jean-Luc Mélenchon de l'autre. S'agissant de Valérie Pécresse, majoritairement, les instituts de sondage donnent un report plus important vers Emmanuel Macron, mais on peut considérer qu'il y a environ un quart de son électorat qui pourrait choisir Marine Le Pen. S'agissant de Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu plus complexe. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon a, comme en 2017, indiqué que pas une voix ne devait aller vers l'extrême droite. Vous vous souvenez sans doute que cette prise de position un peu ambiguë avait soulevé un tollé en 2017. Alors, cette fois-ci, quand il a pris la parole juste après les estimations, les résultats, il a répété à 4 reprises, il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. C'était une manière d'appeler son électorat à ne pas se porter sur le vote d'extrême droite au second tour. Il n'en demeure pas moins que, selon les instituts de sondage, il pourrait y avoir entre 20 et 25% de cet électorat qui pourrait se reporter sur un vote d'extrême droite, ce qui est quand même assez surprenant de la part d'électeurs qui sont à la gauche de la gauche. On va réécouter justement cet appel de Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen.
Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Est-ce que consigne elle est claire, pas une voix à Marine Le Pen? Est-ce que ça veut dire faire barrage au Rassemblement national? Oui, surtout dans la façon dont il l'a dit, avec laquelle il a insisté pour bien se faire comprendre. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, en fait, l'arbitre du second tour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Plus exactement, ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les électeurs qui ont voté à gauche, qui arbitreront le second tour et qui feront vraiment la différence. Jean-Luc Mélenchon n'a pas recueilli sur son nom le total des voix qu'il a recueillies, parce que l'on rejoint des gens qui, je crois, à peu près la moitié de son électorat de premier tour vient directement du Parti socialiste, c'est-à-dire de gens qui cherchaient un havre, un refuge, comme l'avait d'ailleurs senti très bien Ségolène Royal, voilà, parce qu'il fallait bien que la gauche s'incarne quelque part ou existe quelque part. Ben, Jean-Luc Mélenchon a été celui qui a au fond ramassé les morceaux de la gauche, et que, s'agissant de gens qu'on peut qualifier d'extrême gauche, ils sont à l'intérieur de cela minoritaires. Néanmoins, ce sont ces électeurs-là qui vont arbitrer. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a deux handicaps. Le premier handicap, c'est qu'il a gouverné au centre droit. Donc pendant 5 ans, il n'a donné aucun véritable gage à la gauche qu'il pouvait être fidèle à ce que l'on croyait qu'il était. Donc ça, c'est une première chose. Le second élément, c'est que dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il y a une part des gens qui détestent Emmanuel Macron et dont le ressort va être plutôt l'antimacronisme que l'anti-lepénisme, et qui ne vont pas faire attention à ce qu'est réellement Marine Le Pen, parce qu'ils considèrent que Emmanuel Macron, c'est l'abomination de la désolation, et que c'est l'attaque contre les services publics, que c'est le démantèlement d'une politique sociale, toutes choses d'ailleurs qui sont des légendes, parce que, je veux dire, la période que nous venons de traverser avec la gestion de la crise sanitaire a montré, au contraire, avec le quoi qu'il en coûte, qu'on déployait des recettes purement social-démocrates et des recettes qui ont protégé tout le monde, de fait. Mais tout ça est écarté par un violent sentiment anti-Macron qui est très présent dans une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, c'est ce qui explique qu'une partie de ces électeurs-là vont se réfugier au mieux dans le vote blanc ou l'abstention pour ne pas contrevenir aux consignes de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Mais une partie d'entre eux va tout à fait voter pour Marine Le Pen. Et c'est là que ça se joue, parce que le deuxième tour se joue à l'intérieur de cet électorat-là, selon qu'il penchera davantage pour l'un ou pour l'autre, selon qu'il y aura trop de votes blancs ou pas assez de votes Macron, le sort des urnes va en dépendre. Alain, on a beaucoup reproché à Chirac d'avoir appliqué son programme sans tenir compte du fait qu'il n'avait pas été élu par adhésion, mais par rejet de Jean-Marie Le Pen. C'est un reproche aussi qu'on peut faire, selon vous, Emmanuel Macron, pour son quinquennat passé, d'avoir estimé qu'une voix contre Marine Le Pen, c'était une voix pour Emmanuel Macron. C'est un peu le lot des démocraties représentatives, qu'il s'agisse d'un régime présidentiel ou d'un régime parlementaire. On a tort de penser que le candidat ou la candidate qui est élu a souvent le sentiment qu'il a été élu pour son programme. En fait, il a été élu dans des conditions beaucoup plus complexes et rarement sur son programme, et exclusivement sur son programme. Mais je voulais vous donner, toujours pour essayer de brosser la tonalité et revenir un peu sur ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, le sentiment, quand j'ai continué à lire les journaux, à regarder les unes, c'est l'incompréhension. On ne comprend pas ce pays. On ne comprend pas la France. On dit, comparé avec l'Allemagne, la France n'a pas plus mal géré que l'Allemagne cette incroyable période d'adversité qu'a été la pandémie. Et imaginez que soit sorti du résultat des élections en Allemagne, en première ou en deuxième formation, l'AfD, l'ultra-droite allemande. Eh bien, c'est à ça qu'on s'interroge. On s'interroge sur ça, sur cette singularité française, avec beaucoup de mal à comprendre, avec une sorte de distorsion entre la réalité économique et sociale française et puis le résultat des élections. Mais cette distorsion, est-ce qu'on peut l'attribuer à la culture politique française ou au système constitutionnel français? Parce que, effectivement, en Allemagne, on a vu qu'il y avait une coalition qui s'était formée avec une sorte d'arrangement programmatique entre les différentes forces politiques. En France, c'est quelque chose qui est impossible structurellement, finalement, Alain.
Écoutez, il y a cette culture très singulière à la France qui est ce que Jean-François Revel appelait, pour ce qui concerne la gauche, le révolutionnisme. Mais on pourrait l'appliquer d'une certaine façon à l'extrême droite, au parti de Madame Le Pen, exactement. C'est-à-dire que il faut un programme de rupture. Un changement de majorité va forcément aboutir à un changement du pays, à un changement de politique radicale qui va changer nos vies à nous tous. Ce que certains qualifient d'immaturité démocratique, une sorte de conception prométhéenne des pouvoirs de la politique, ça je crois que on peut attribuer ça à la culture politique française, certainement. Après, il y a les mécanismes institutionnels avec un monsieur Macron qui a accentué le présidentialisme, me semble-t-il, enfin en tout cas de mémoire récente, comme aucun de ses prédécesseurs n'a accentué le présidentialisme. J'ai rarement entendu dire qu'il organisait tous les mois un déjeuner à l'Élysée avec les présidents des commissions parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale, par exemple. On a l'impression que toutes ces mécaniques de la médiation politique n'existent pas avec Macron, donc peut-être que ça a joué aussi. Il y a un troisième tour à la présidentielle. Ce troisième tour, ce sont les élections législatives qui se tiennent quelques semaines après. Olivier, dans quelle mesure les électeurs pourraient imposer, sinon une cohabitation, au moins une coalition à Emmanuel Macron? Quel parti serait assez fort pour s'imposer et empêcher La République En Marche de gouverner seule 5 ans de plus? Difficile de répondre à la question tant qu'on n'a pas le résultat lui-même de l'élection présidentielle et des mouvements que cela va produire dans les partis politiques et dans l'opinion. S'agissant d'une victoire éventuelle de Emmanuel Macron, il est très probable, sinon absolument certain à mon sens, qu'il y aura une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale qui sera différente de celle qu'on a connue entre 2017 et 2022. Pour une bonne raison, c'est que dès qu'une élection présidentielle est passée, les personnalités politiques pensent déjà à la suivante. Et donc, il est très probable que du côté du camp d'Emmanuel Macron, comme lui-même ne pourrait pas se représenter en 2027, les yeux vont se tourner vers Édouard Philippe, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'autres personnalités dans le champ d'Emmanuel Macron, de gens qui l'ont soutenu et qui étaient des macronistes pur jus, si on peut dire. Donc, il est très probable que Édouard Philippe va souhaiter, dans les négociations qui auront lieu pour les investitures aux élections législatives, avoir son propre groupe de façon à pouvoir peser dans la majorité présidentielle. Donc, à côté des élus LREM, il y aurait des élus philippistes, si l'on peut dire. Et de même, le centre de Bayrou va vouloir exister dans cette majorité. S'agissant d'une majorité derrière Marine Le Pen, si jamais elle était élue, on la voit un peu plus difficilement, parce qu'en dehors des élus Rassemblement National, ex-Front National, on ne sait pas encore qui pourraient être les forces politiques qui pourraient s'agréger à l'extrême droite. Oui, on parle là, on fait des plans sur la comète, mais le deuxième tour n'est pas joué. Et l'incertitude est absolue. On peut penser sur la base du rapport des forces tel qu'on l'a mesuré au premier tour qu'il y a un léger avantage pour Emmanuel Macron. Mais cet avantage, il est parfaitement capable de le perdre en cours de route. Il a fait une très mauvaise première campagne avant le premier tour et il est capable tout à fait de faire une très mauvaise campagne de second tour. On n'en sait rien. D'ailleurs, s'il perd, je pense qu'il perdra de son seul fait à lui. Alors qu'encore une fois, le rapport des forces qui sort du premier tour lui est quand même globalement favorable, même si c'est dans des proportions qui sont impressionnantes côté extrême droite, enfin côté Marine Le Pen, parce qu'on n'aura jamais vu, 45% ou plus, c'est considérable. Ce sera d'ailleurs un choc politique, même si Marine Le Pen n'y arrive pas, ce sera quand même un choc politique majeur de voir autant de millions de Français voter pour ce qu'elle représente et ce qu'elle a vraiment dans sa besace qu'elle cache ou continue de cacher en partie. Mais il ne peut pas en faire un argument de ce troisième tour en disant voilà, votez pour moi pour éviter l'extrême droite et on verra après. C'est un argument en effet, mais c'est un argument marginal parce qu'au fond, la grande question c'est de savoir si
Il doit insister sur les dangers que représenterait Marine Le Pen, ce qui est, pour ce qui me concerne, ma conviction, parce que je pense notamment que les questions extérieures dominent et domineront la vie quotidienne des Français. Elles sont déjà dans la vie quotidienne des Français, donc ne pas mettre ça en avant et de ne pas mettre en avant les liens étroit entre Marine Le Pen et le régime de Vladimir Poutine, ce serait évidemment passer à côté du sujet. Néanmoins, le choix, c'est celui-là. Ou bien on axe sur les dangers que représenterait l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée, ou bien on cherche à donner envie, on cherche à séduire, on cherche à attirer, à faire adhérer sur ce que l'on a à apporter soi-même pour un second quinquennat. Et ça, c'est une partie très difficile aussi, parce que la période ne se prête pas aux grandes envolées lyriques. La période ne se prête pas aux rêves de changer la vie ou quoi que ce soit d'autre. On est quand même dans une période de la vie de la planète et du monde très particulière de ce point de vue-là. Donc c'est une contrainte difficile pour Emmanuel Macron, et c'est une manœuvre très délicate, parce que de son côté, Marine Le Pen, elle est tranquille. Elle joue très exactement le profil de la force tranquille. Aussi rassurant que possible, aussi paisible que possible. Encore une fois, elle avance le plus masqué possible. Est-ce qu'on n'est pas finalement là à un moment de l'histoire de la Cinquième qui est celui de la fin d'une tradition qui était l'alternance entre forces politiques? On a vu beaucoup PS et puis droite parlementaire, que ce soit le RPR, LR ou l'UMP. Là, la seule alternance possible à Emmanuel Macron, elle s'incarne finalement par des extrêmes, que ce soit extrême gauche ou extrême droite. Enfin, c'est surtout l'extrême droite, et c'était tout le jeu d'Emmanuel Macron pendant son quinquennat, qui était de faire en sorte que, ayant au fond absorbé une partie de l'électorat de la gauche, et s'étant évertué pendant 5 ans à absorber, opération réussie, l'électorat des Républicains, l'électorat de la droite traditionnelle, de façon à camper seul face à l'extrême droite. Nous y sommes. C'est une façon, en effet, pensait-il, de pouvoir être réélu en réponse dans 10 jours. La modification fondamentale que Jean-Marie vient du reste de mettre en évidence, la modification fondamentale par rapport au tableau politique qu'on connaissait au cours des 30 ou 40 années précédentes, c'est que les deux formations qui ont structuré la vie politique française depuis 40 ans, c'est-à-dire les gaullistes et puis les néo-gaullistes, et les socialistes sociodémocrates à travers le Parti socialiste, sont aujourd'hui réduits à des formations qui rassemblent moins de 5% de l'électorat, ce qui est une modification considérable du paysage politique. Merci Olivier. J'invite nos auditeurs à lire votre analyse du scrutin sur slate.fr en ligne mardi 12 avril. Merci Alain. Je rappelle votre chronique dans Le Monde et sur lemonde.fr chaque jeudi. Merci Jean-Marie. Quant à vous, je rappelle votre participation hebdomadaire le jeudi aussi dans l'émission politique de France 24. Merci messieurs et à très vite pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Au revoir Christophe. Merci Christophe. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.